tous pour votre participation à ce quatrième atelier à tout close et que l'on consacre à la commande publique responsable et aux TPE-PME. Donc la question voilà, qui est derrière tout ça, c'est de savoir si c'était une contrainte pour les TPE, PME, l'achat responsable, et si c'est une contrainte, comment on pourrait être transformé en levier, et notamment en croisant eh bien, je dirais les exigences qui sont demandées côté entreprise en termes voilà, de normes environnementales, sociales et de reporting extra-financier, et également donc de croiser avec les exigences de la part de l'acheteur, notamment dans le cadre du PNAD, qui fixe à horizon 2025 que 100% des marchés devront contenir une considération environnementale et 30% de considération sociale. Donc voilà, c'est l'approche qu'on souhaite avoir aujourd'hui dans cet atelier. Donc nous aurons 3 intervenants que je remercie vivement. Donc il y aura donc dans l'ordre Pierre-Olivier Viac de la CCI de l'Essonne qui reviendra voilà sur voilà les concepts de RSE et puis l'accompagnement que la CCI fait auprès des PME. Ensuite donc nous aurons l'intervention de Jean-Michel Dahan, de médiateur des entreprises, qui lui nous voilà apportera des éléments de valeur ajoutée de l'achat responsable pour les PME. Et puis, nous aurons donc un troisième intervenant, Adrien Descamps, qui est doctorant et qui a été voilà, mandaté par la DAE pour faire un rapport d'impact justement sur l'achat responsable pour les PME. Voilà dans l'ordre voilà, de passage des intervenants. Donc, je vais vous partager mon écran rapidement pour vous représenter le GIP Maximilien et le pôle achat responsable rapidement pour ceux qui n'ont pas pu suivre les précédents ateliers. Les intervenants. Donc, le GIP Maximilien, alors rapidement, nous sommes le service mutualisé de l'administration électronique. Nous sommes la plateforme publique francilienne de publication des marchés publics. Donc, nous accompagnons les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leur procédure d'achat. Et l'idée derrière tout ça, c'est voilà, de s'adresser bien évidemment aux acheteurs publics, mais également aux entreprises pour rendre les marchés publics plus accessibles pour elles. Et puis, notre troisième mission, c'est de travailler sur l'achat responsable, donc de faire la promotion de l'achat responsable auprès des acheteurs publics. Donc ça, c'est rapidement, toujours sur le JP Maximilien, donc c'est de faire raisonnable à nos adhérents avec la mise à disposition d'un certain nombre de services et d'outils et d'essayer au maximum de se mettre à disposition par rapport voilà, à leurs besoins et à la taille de nos adhérents, puisqu'on a des grosses collectivités et des petites communes. Donc depuis 2022, fin 2022, on anime le pôle achat responsable francilien. Donc on est une équipe de 3 personnes, pilotée par Louise Vidal, qui est la chef de projet. Donc moi-même qui suis chargée de mission sur le volet social, et donc ma collègue Anaëlle Mazin, qui est sur le guichet vert et qui, elle, est l'experte en matière environnementale, donc qui accompagne les acheteurs sur le volet environnemental de leur marché. Donc, on contribue aux travaux nationaux sur les achats responsables. Donc, on participe aux travaux de l'interréseau de la commande publique durable avec le CGDD côté environnement et donc avec Alliance Ville Emploi sur le volet social, puisque depuis voilà, le PNAD, il y a des coordinations régionales qui ont également été créées sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc, on a un certain nombre d'actions, nous, au niveau du pôle achat responsable, notamment, donc, on a un site, sur notre site internet du GIP, on a un espace consacré à la commande publique responsable que, voilà, je vous invite à consulter parce qu'on publie toutes nos ressources et on en a beaucoup. Donc, notamment, tout ce qui concerne les ateliers que l'on peut animer. Vous retrouverez également sur notre page YouTube les replays de tous les ateliers que l'on peut faire. Nous avons également des boîtes à outils et des fiches pratiques
pratique hein, pour les acheteurs. Et donc, nous avons également sur notre site le lien vers nos deux guichets, donc le guichet régional de la Clause et le guichet vert, si les acheteurs veulent nous saisir, puisque ce sont des guichets qui sont ouverts à nos adhérents, mais pas que, hein, à tous les acheteurs publics, donc franciliens, bien évidemment. Et puis donc on a un espace d'échange sur voilà maintenant le nouveau site qui a été ouvert en remplacement de Rapide de l'achat durable. Et tous les trimestres on publie une lettre d'information achat durable. Voilà donc juste nos deux missions, donc la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales sur le volet donc prise en compte des considérations sociales et l'équivalent guichet vert donc qui est alors ce sont deux sur le volet environnemental et ce sont donc deux services gratuits à destination des acheteurs publics. Et donc, on expérimente un format, donc là, plus voilà, sur un mode d'une demi-journée, donc là, qui serait voilà, payant pour les acheteurs, et donc pour vous accompagner sur la prise en compte des considérations sociales et environnementales dans vos marchés. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui sera qui figure en bas de la slide et qui sera dans le support que je vous transmettrai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse la parole, Pierre-Olivier, parce que je crois que là, D'accord. voilà, genre, je vais arrêter mon partage parce que vous avez la main sur votre document. Et puis voilà, alors on prendra les questions comme d'habitude, voilà, au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas soit à lever la main, soit à poser les questions dans le chat. D'accord, merci. Écoutez, bonjour Merci à vous. à, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme on vous l'a expliqué, là, l'idée, c'est que je puisse vous faire un petit rappel de ce qu'est la RSE et comment les PME aujourd'hui intègrent la RSE dans leur organisation. Donc moi, je suis Pierre-Olivier Viac, donc je suis le responsable régional transition écologique et RSE pour la CCI Paris-Île-de-France. Donc nous, à la CCI, on accompagne les PME dans la mise en place de leur démarche RSE. Donc on est au contact vraiment au quotidien avec les PME qui veulent faire de la RSE, qui veulent structurer leur démarche. Et donc je vais vous partager un petit peu comment on met ça en place côté PME. Qu'est-ce que ça veut dire la RSE pour une PME? Et comme on se le disait l'autre jour avec Jo Michel, il ne faut pas qu'il y ait la RSE de la PME et la RSE des acheteurs. Hein. Il y a bien une seule RSE et l'objectif de cet échange, c'est de faire converger pour qu'on parle le même langage. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent ou des remarques sur... j'ai quelques slides, je ne vais pas être trop long, mais l'idée, c'est de rappeler ce qu'est la RSE. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent au fil de ma présentation, n'hésitez pas à intervenir. Hein, on n'est pas trop nombreux, donc de manière à ce que je puisse éclaircir s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair pour vous. Alors, un petit rappel réglementaire et normatif. En fait, pour la plupart des PME, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire particulière hein, sur la RSE. Hein, donc, on est bien sur une démarche volontaire pour la très grande majorité des entreprises et notamment pour les PME. Alors, il y a bien eu des lois, il y a bien des réglementations qui commencent à arriver pour les entreprises, on va dire, plus importantes. Hein, il y a eu notamment la loi Grenelle 2 qui a introduit une première obligation de reporting social et environnemental pour les entreprises de plus de 500 salariés. Vous avez sans doute entendu parler de la directive CSRD également, qui est en train d'être transposée et qui prévoit là aussi une obligation de reporting extra-financier. Progressivement, ça va s'étendre aux entreprises de plus de 250 salariés et aux PME cotées. Mais vous voyez que pour la petite PME, on va dire lambda de 50 personnes, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire particulière à faire de la RSE. Pour autant, et on va le voir, les PME sont extrêmement engagées et s'engagent de plus en plus parce que, en fait, leurs clients sont bien souvent soumis à ces réglementations et à ces obligations de reporting social et environnemental.
Et en fait, ces clients interrogent leurs fournisseurs, leurs sous-traitants PME, et du coup, cette obligation de faire de la RSE, c'est en fait le marché qui le demande et pas vraiment la réglementation. Donc il y a énormément de PME qui s'engagent parce que leurs clients, qui soient en général privés, hein, mais ça peut être public dans le cadre des marchés, mais essentiellement les grands clients privés qui les questionnent de plus en plus sur leurs pratiques. Donc on va voir que rapidement, on va voir qu'en matière de RSE, il y a beaucoup de labels, il y a beaucoup de marques de reconnaissance, mais il y a quand même un référentiel qui est le référentiel international RSE, qui est l'ISO 26000. Et en fait, on verra que la plupart des référentiels RSE sont quand même calés sur cette norme internationale, et c'est plutôt une bonne chose. Donc, on verra tout à l'heure rapidement en quoi il consiste, ce référentiel ISO 26000. Et puis, il y a également eu des dispositifs qui ont été introduits par la loi Pacte en 2019, donc qui a été une loi qui est assez importante en matière de RSE, puisqu'elle a introduit les notions de raison d'être ou d'entreprise à mission. Peut-être que vous avez entendu parler de ces deux termes. Et donc aujourd'hui, on a également de plus en plus de PME qui se dotent d'une raison d'être, voire même qui s'orientent vers le statut d'entreprise à mission. Donc ça, c'est une possibilité qui a été introduite par la loi Pacte. Alors, je vous ai mis la définition officielle de la RSE dans le cadre de l'ISO 26000. Bon, c'est une définition que je vous mets plus pour information, hein, parce qu'elle elle est un petit peu, elle n'est pas forcément évidente à appréhender pour une PME. Mais en gros, ce qui est important de retenir, c'est que mettre en place la RSE dans une PME, ça veut dire prendre en compte les attentes de ses parties prenantes. Et pour une PME, ce n'est pas naturel d'identifier ses parties prenantes, d'identifier leurs besoins, leurs attentes. Donc faire une cartographie des parties prenantes, ce n'est pas toujours évident pour une PME. Alors elle a bien en tête la partie prenante client, la partie prenante salarié, la partie prenante fournisseur, mais il y en a d'autres. Donc ça peut être une première difficulté pour les PME, cette gestion des parties prenantes. C'est effectivement respecter les lois en vigueur. Bon, ça en général pour les PME, ça pose pas trop de difficultés. L'ARS doit être intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations avec l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'est aussi un point qui est important à regarder en PME, c'est que ça ne doit pas être l'affaire d'une personne dans son coin, mais c'est vraiment une démarche qui doit être intégrée et qui doit être pilotée par la direction. Et puis, on va le voir juste après, ça va devoir traiter un certain nombre de sujets qu'on appelle des questions centrales dans l'ISO 26000. Donc, il va falloir couvrir un certain nombre de thèmes. Et souvent, en PME, des fois, on a tendance à réduire la RSE à la partie environnementale, et c'est loin d'être que cet aspect-là. Voilà, donc le référentiel ISO 26000, bon, c'est vraiment le document de référence qui va décrire les thèmes. Alors, je vais directement aller au thème. Donc, voilà un petit peu les thèmes, les 7 questions centrales qu'on va devoir traiter dans une PME quand on va mettre en place la RSE. Donc nous, on part de ce référentiel, hein, qu'on va après adapter en fonction du contexte de la PME, mais l'idée, c'est vraiment de traiter ces questions centrales. Donc, on retrouve la gouvernance au milieu, on va retrouver la partie relations et conditions de travail, donc tout ce qui est santé et sécurité au travail, dialogue social, développement des compétences, voilà, tout le volet social en fait qui est en général plutôt bien géré dans les PME, même si elles ne le disent pas et même si ce n'est pas formalisé, hein, mais c'est quelque chose qui est bien géré. Donc nous, en général, en PME, relations et conditions de travail et droits de l'homme, on va le traiter dans le même chapitre et dans le plan d'action, on va regrouper ces deux thématiques.
Ensuite, on va retrouver la thématique environnementale, bon, ça qui est assez bien connu pour les PME, pour les entreprises, assez bien identifié. On va retrouver la thématique qu'on appelle la bonne pratique, les bonnes pratiques des affaires, qui va donc regrouper notamment tout ce qui va être relation avec les fournisseurs et avec les clients. Donc c'est là qu'on va retrouver la notion d'achat responsable pour la PME, parce que la PME ben, aussi, elle achète. Et puis, on a également donc, le volet contribution au développement local. Donc ça, c'est toute la partie interaction de la PME avec son écosystème local. Et ça, c'est souvent mal traité ou mal appréhendé par les PME, alors qu'elles sont bien souvent très en interaction avec leur territoire. Que ça soit par le biais d'écoles ou le recrutement d'apprentis, par exemple, hein, qui peuvent venir d'écoles qui sont en proximité. Ça peut être les partenariats avec d'autres entreprises du territoire. Donc, le côté territorial, développement local, est important et souvent mal identifié dans les PME. Et puis, il y a un pilier consommateur pour les entreprises qui mettent sur le marché des produits, donc qui sont plutôt en B2C. Donc ça, c'est un volet qui n'est pas toujours pertinent pour les PME que nous, on accompagne, qui sont souvent en B2B. Juste Pierre-Olivier, si vous Oui, pouviez le mettre en diaporama ah pardon. pour qu'on voit mieux, parce que Alors j'espère que ça va voilà, marcher. très bien. Ouais, ouais. Voilà, ok. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est vraiment les thématiques à couvrir quand on accompagne la PME en démarche RSE. Alors ensuite, première question, enfin, on essaye avant de démarrer de bien faire le point avec le dirigeant de la PME sur les motivations qu'il a à démarrer ce type de démarche RSE, hein, identifier les vraies raisons pour lesquelles il veut s'engager. Donc, est-ce que c'est une demande client, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement ces donneurs d'ordre qui lui posent des tas de questions et auxquelles il a du mal à répondre et à chaque fois il doit faire des documents qui lui prennent beaucoup de temps? Est-ce que ça va être une conviction personnelle? Est-ce qu'il y a un projet d'entreprise derrière la RSE? Ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent aussi, hein, le dirigeant qui veut faire de la RSE un vrai projet d'entreprise. Ensuite, les questions, c'est aussi important de s'interroger par rapport à la PME, quels sont les enjeux ou les risques si je ne fais rien? Finalement, on va aussi l'éclairer sur finalement dans son domaine d'activité, dans son secteur d'activité, par rapport à ses concurrents. Est-ce qu'il y a un enjeu plus ou moins important sur cette notion de RSE? Est-ce qu'il faut y aller rapidement? Est-ce qu'au contraire, là pour l'instant, il n'y a pas trop d'attente des clients? Donc il y a une notion de hiérarchisation des enjeux et des risques qu'on fait avec le chef d'entreprise, donc soit sous la forme d'une matrice SWOT qui est assez connue, soit par d'autres approches. Mais l'idée, c'est d'essayer de quantifier l'enjeu pour la PME d'aller vers la RSE ou de ne pas y aller, quoi. Euh, dans le même ordre d'idée, c'est quelles vont être les opportunités à se positionner. Est-ce que ça peut effectivement créer des éléments de différenciation vis-à-vis des concurrents? Donc, on va regarder également quelles sont les pratiques des concurrents dans ce domaine. Quel va être l'objectif visé? Donc ça, c'est aussi important. On peut très bien vouloir mettre en place une démarche RSE, structurer les choses, faire vivre son projet RSE, sans pour autant viser une labellisation, une reconnaissance. Hein, ça peut faire peur aux PME le fait d'avoir un label parce que bah, déjà ça coûte cher. C'est du travail administratif parfois en plus. Donc c'est important également de voir quel est l'objectif que vise la PME. Et on peut avoir une PME qui a une très belle démarche RSE et qui pour autant n'a pas forcément de label. Donc pour les acheteurs, c'est pas forcément évident non plus de mesurer quel est le niveau de la démarche RSE dans la PME. Et puis quels moyens disponibles on va pouvoir mettre en face pour mener à bien cette démarche.
Alors, comment ça se passe comment on met en place ça dans une PME, hein? C'est quelque chose de relativement classique comme démarche, comme méthodologie. Donc, en général, on commence par un diagnostic où, en fait, on va regarder sur les différentes questions centrales que je vous ai présentées tout à l'heure, hein, donc la gouvernance, le social, l'environnemental, la bonne pratique des affaires, et puis le volet sociétal, donc l'écosystème local. Qu'est-ce que fait la PME aujourd'hui? Parce qu'en fait, toutes les PME font déjà de la RSE, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui manque éventuellement comme action importante pour que cette démarche soit suffisamment pertinente, sérieuse et ambitieuse? Et on va donc du coup aider après la PME à structurer ses actions en fonction des questions centrales, sous la forme d'un plan d'action, donc de manière à ce que la PME ait son plan d'action RSE organisé par grandes thématiques, hein, donc gouvernance sociale, environnementale, etc. Donc on va avoir les grandes thématiques, on va avoir les actions concrètes, opérationnelles qu'il est prévu de mettre en place ou qui sont déjà mises en place. Quand l'action est déjà mise en place, ben, on le note. Mais si elle est déjà mise en place, parfois ils nous disent, les dirigeants, oui, oui, ça je l'ai fait. Mais quand on leur demande, mais prouvez-le moi, comment je peux être sûr que vous l'avez vraiment, vraiment fait? Bon, ben c'est là que des fois, il peut y avoir quelques petites difficultés. Donc, si on l'a fait, ben, il faut en même temps arriver à le prouver, à le démontrer. Donc, dans le plan d'action, on va aussi peut-être parfois se rendre compte qu'il y a des actions qui sont mises en place, mais que ces actions restent à documenter parce qu'on n'a pas les éléments de preuve. Et puis après, éventuellement, on va se poser la question comment on va communiquer, comment on va valoriser ce plan d'action et cette démarche RSE. Et ce n'est pas forcément que par les labels. Voilà. Et donc, tout au long de ce processus, ben, il va y avoir des chantiers à conduire par l'entreprise. Ça peut être rédiger sa politique RSE, ça peut être définir sa raison d'être, ça peut être structurer ses achats, hein, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Hein, souvent, la PME, ben, elle achète, mais il y a pas un vrai suivi des fournisseurs, il n'y a pas une évaluation des fournisseurs. Donc, comment je mets en place une vraie, euh, une vraie procédure, entre guillemets, hein, sans que ça fasse peur, mais une procédure d'achat responsable avec une évaluation, un suivi des fournisseurs. J'ai identifié comment je vais dialoguer avec mes parties prenantes, quels indicateurs je vais mettre en place, et puis commencer à rédiger son rapport RSE si c'est ça que l'entreprise veut faire. Voilà, donc c'est un accompagnement qui peut, c'est une démarche qui peut s'étaler bien sûr sur plusieurs mois. Alors voilà un exemple, par exemple, de politique RSE, enfin d'axe stratégique d'une politique RSE. Hein, typiquement, on peut avoir une démarche autour de 5 axes avec l'identité, ça peut être donc qui va correspondre grosso modo à la question centrale gouvernance, ma responsabilité sociale en tant que PME, donc ça c'est le volet social et droits de l'homme, ma responsabilité en tant qu'acteur économique, donc ça va être toutes les bonnes pratiques que je mets en place avec mes clients, avec mes fournisseurs notamment, ma responsabilité environnementale et ma responsabilité sociétale en tant qu'acteur économique local. Donc ça peut être intégré dans une première politique RSE avec ses axes stratégiques. Et derrière, ça va se décliner, comme je l'indiquais, sous la forme d'un plan d'action où on va retrouver donc les chapitres et puis les actions à mettre en place. Donc, par exemple, raison d'être, valeur. Il va falloir que je définisse ma raison d'être et mes valeurs, par exemple, 2024, 2025. Donc, en général, c'est le CODIR qui s'occupe de ça. Et puis, une fois que c'est fait, ben, on indique où se trouvent les documents pour qu'on puisse apporter la preuve de ce qu'on a fait. Alors, quelques mots sur les marques et labels, parce que souvent, en tant qu'acheteur, on a tendance un peu à regarder cet aspect-là. Bon, c'est un peu la foire à tout, hein, sur les labels. En fait, il y a à la fois on va dire, des labels, on va dire RSE, donc des labels globaux sur la démarche RSE. Donc, ça peut être
Ça peut être ça peut être le référentiel EcoVadis, par exemple, ça peut être le label engagé RSE de l'AFNOR, ça peut être Lucie, ça peut être Global Compact. Donc ça, on va être sur des labels qui vont couvrir l'ensemble des champs de la RSE et qui, normalement, sont compatibles, sont articulés, on va dire, avec l'ISO 26000. Donc, c'est des labels globaux. Et puis après, on peut avoir aussi dans les entreprises des labels qui peuvent être thématisés sur une question centrale de la RSE. Hein, par exemple, si je prends le label Imprimé Vert, on est sur un label qui va reconnaître la démarche environnementale et uniquement la partie environnementale. ISO 9001, qui est bien connu, ISO 9001, lui, traite des relations entre l'entreprise et ses clients. Et elle s'assure que les clients, elle évalue la satisfaction des clients. Donc on est sur une partie de la RSE, en l'occurrence la relation client, mais on n'est pas sur l'ensemble de la démarche RSE. Et puis après, on a également des labels qui peuvent être sectoriels. Hein, dans le transport, il y a notamment le label Objectif CO2, qui est finalement à la fois un label sectoriel pour les transporteurs et également un label thématique, puisqu'il ne couvre que la partie environnementale. Donc c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Pour les PME, vous imaginez que c'est aussi une jungle. Aujourd'hui, sur les labels RSE, c'est le label EcoVadis qui est le plus développé et qui est le plus demandé aujourd'hui par les entreprises. Alors, une autre façon de mettre en avant son plan d'action RSE et qui ne nécessite pas de faire appel à une évaluation tierce partie, c'est de rédiger son propre rapport RSE. Donc, à l'échelle de la PME, on va rédiger un petit document qui peut faire 10, 15, 20 pages, dans lequel, qui va finalement décrire le plan d'action RSE que je vous ai présenté tout à l'heure, de manière plus pédagogique et plus ludique qu'un tableau Excel. Donc, on va y retrouver la politique RSE et on va y retrouver le descriptif des actions autour des grands axes qui ont été définis par l'entreprise et qui sont en général les questions centrales de l'ISO 26000, avec des indicateurs, des chiffres, des témoignages pour rendre le document le plus concret et le plus vivant possible. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est relativement abordable pour une PME, puisque finalement, ça va être la déclinaison de son plan d'action et elle n'a pas mobilisé des frais d'audit ou d'évaluation qui, pour une PME, peuvent être un peu dissuasifs. Voilà, donc voilà, pour terminer, juste rappeler ce que nous, on fait en matière d'accompagnement des PME. On peut les accompagner depuis la réalisation du diagnostic jusqu'à une évaluation tierce partie avec notre partenaire Bureau Veritas pour celles qui veulent aller vers une labellisation. Donc finalement, on a une offre qui permet de couvrir tous les besoins. Et actuellement, donc ça va continuer en 2025, pour les PME qui veulent faire un diagnostic RSE avec un premier plan d'action, l'accompagnement est totalement pris en charge par les fonds européens et la CCI, donc pour les PME franciliennes. Donc ça, c'est une opportunité intéressante que vous pouvez éventuellement évoquer si vous rencontrez des PME. Donc, dans la mesure où la PME est basée en Île-de-France, elle peut bénéficier de cet accompagnement totalement pris en charge par les fonds européens et la CCI. Voilà, je ne vais pas être plus long à ce stade, j'ai déjà pris pas mal de temps. S'il y a des questions complémentaires suite à cette première présentation, je peux éventuellement tenter de répondre à quelques questions s'il y en avait. Alors, Voilà. y a une question sur la CSRD. Quelqu'un qui demande, voilà, si vous en savez davantage sur un éventuel moratoire. Alors ça, moi non. Peut-être que Jean-Michel aura peut-être des infos là-dessus. Moi, j'ai pas d'infos privilégiées, particulières ou confidentielles là-dessus. Sachant que c'est une directive européenne, donc on ne peut pas trop quand même déroger à un règlement européen comme ça qui s'applique d'office aux États membres. Hein. Donc
Donc, mais j'ai pas d'infos précises là-dessus, donc je Non, préfère moi, pas. je n'ai pas d'infos sur le fait que le moratoire ait été adopté. Mais par contre, on comprend bien qu'il y a quelques pays, dont la France, qui sont aujourd'hui sur la notion de moratoire, pas forcément qui sont déjà astreintes, c'est-à-dire celles qui ont été citées, les 250 et côté PME côté, mais plutôt pour les plus petites qui aujourd'hui rechigneraient ou auraient des difficultés à entrer dans la démarche, même si elle est pour l'instant annoncée dans quelques années. Hein. Mais certaines d'entre elles sont déjà un petit peu rétives, et d'ailleurs on le verra dans l'exposé que je ferai, c'est justement leur faire comprendre que c'est plutôt une opportunité plutôt qu'une contrainte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la posture européenne que d'aller dans ce sens. Je pense qu'il va y avoir voilà, une bataille sur ce thème, mais elle est devant nous plutôt que acquise. Moi, j'avais une question, Pierre-Olivier. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est les PME que vous accompagnez, elles vous sur voilà, la prise en compte de leur engagement en termes de RSE par l'acheteur public ou c'est... Alors, c'est pas spécialement l'acheteur public, hein, c'est vraiment leurs clients au sens large. Ok. Mais elles ont effectivement pour certaines des acheteurs publics ou des grandes entreprises publiques type SNCF, ADP, qui les questionnent de manière très forte sur ces sujets. Donc, elles n'ont plus le choix, il faut D'accord. qu'elles y aillent. Mais là, nous, la plupart des PME qu'on rencontre, c'est plutôt dans le cadre des marchés privés, hein, effectivement. Mais la démarche est à peu près la même, hein, la logique est à peu près la même quand on est en marché public ou en marché privé. Hein. Et l'idée, bon, on va le voir peut-être avec Jo-Michel, mais effectivement, c'est de voir comment voilà, ce travail que les PME font sur la RSE, la valorisation de leur RSE, parce que comme vous le disiez, hein, elles font souvent des choses et elles voilà, elles valorisent pas. C'est comment Mm. ça peut être pris en compte, voilà, quand elles répondent à des voilà, parce que là, nous, pour ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est la commande publique, mais comment ça peut être, voilà, pris en compte, valorisé auprès de l'acheteur public, dans le cadre, bah, des appels d'offres auxquels elles pourraient répondre, sans pour autant, bien évidemment, on sait bien que l'acheteur public ne peut pas prendre en compte la politique globale, hein, de l'entreprise en termes de RSE, mais comment, par rapport à, voilà, un marché spécifique, par rapport à une famille d'achat, la PME peut valoriser ce qui est fait par ailleurs en termes de RSE. Donc, je pense qu'avec Jean-Michel, vous allez aborder voilà, ce sujet, voilà, cette valeur ajoutée que peut avoir voilà, tout le travail que fait la PME sur la RSE pour pouvoir le valoriser à un moment, que ce soit auprès de l'acheteur privé, mais également public. Et en fait, juste pour terminer, mais ce que nous remontent les PME aujourd'hui, c'est que notamment en marché public, ces démarches RSE ne sont pas reconnues, en fait, ne sont pas assez bien reconnues et assez bien valorisées. Et on a des PME qui ont des démarches très ambitieuses en matière de RSE, parce qu'on les a accompagnées, on voit vraiment ce qu'elles font. Et pour autant, en marché public, elles passent jamais parce qu'elles sont plus chères, effectivement. Et du coup, ce mieux-disant n'est pas suffisamment pris en compte. Et du coup, elles sont un petit peu. Alors, on avait voulu faire témoigner une PME, mais elle a pas voulu au final. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu, des fois, désabusées par le fait que leur démarche RSE n'est pas reconnue à leur juste valeur, quoi. Oui, donc c'est effectivement, c'est parce que chacun, voilà, chaque partie prenante a Oui. ses obligations, hein, aussi bien l'entreprise en termes voilà, de reporting extra-financier, de normes, et puis de l'autre côté, l'acheteur public. Et chacun, effectivement, reste sur ses obligations, mais les croise peut-être pas Mais forcément, et c'est là où... en fait, la PME, souvent, quand elle fait la RSE, elle la fait dans sa totalité, hein, comme je vous ai présenté, sur l'ensemble des questions centrales de l'ISO 26000. Alors que de l'autre côté, souvent l'acheteur, il va mettre quelques critères très précis sans regarder le reste. Et du coup, si sur ce critère précis, l'entreprise ne peut pas répondre de manière satisfaisante, et ben, du coup, elle est exclue du marché. Il n'y a pas cette approche globale qu'en général développe la PME, parce que la PME qui fait une démarche RSE, elle ne peut pas la faire que sur 2 ou 3 sujets. Elle est obligée de la faire sur l'ensemble des questions centrales de l'ISO 26000, encore une fois.
Et des fois, il y a même des Ouais. questions ou des critères de la commande publique qui ne sont même pas des exigences RSE. C'est juste des choses qui sont demandées comme ça, très ponctuellement et sans approche globale, quoi. C'est pour ça que c'est un peu pénalisant pour certaines PME. Voilà. Je ne sais pas s'il y a voilà, on va passer à l'intervention de Jean-Michel. Je ne sais pas s'il y a Mm. voilà, des collectivités ou des acheteurs qui suivent, qui veulent, voilà, apporter un complément. Je vois pas de sollicitation. Écoutez, on va passer à l'intervention, de Jean-Michel. Je vous laisse la main, Jean-Michel, sur votre support? Ou Je vais essayer, oui. J'essaye sinon, là. je le fais défiler, vous me dites, Oui, ça aurait été mieux que je puisse le faire, mais il faut que j'arrive à le partager. prenez Ça ne marche allez-y, pas toujours. J'essaye. Peut-être l'onglet. Hop. Non, visiblement, je ne sais pas pourquoi. des fois, il faut attendre. Toujours pas? Non, je ne vois pas. Bon, bah, je vous propose de le mettre vous, et puis je vous ferai défiler Alors vous me l'ensemble. Je direz, vais oui. enlever le partage. Hop, voilà. Voilà, on va annuler. Vous voyez bien mon Oui, alors maintenant, il faut le mettre écran? en plein écran, s'il vous plaît, je pense. Je vais l'agrandir. Donc, merci de cette intervention. Je pense que, alors là, c'est du coup, Comme ça, voilà. c'est bon? OK. Bah oui, je Ça sais va à pas. peu près ou vous voulez que je Non, pour moi, ça va, mais parce que je le connais, mais c'est peut-être le public qui peut nous c'est dire si ça lui va. Bon, de toute façon, ils seront fournis, les supports. oui, tout à fait. Bon, donc merci de cette invitation. Alors, c'est bien qu'on enchaîne sous ce format, c'est-à-dire qu'après la RSE, on est un Zoom, puisque ce qu'a bien expliqué l'intervention précédente, c'est que la RSE, c'est un système global. Et même si c'est volontaire, on voit l'ensemble de l'activité de l'entreprise. On est censé le voir, c'est l'objet. Là, on est sur l'achat responsable, c'est-à-dire un des Zooms, et probablement celui qui aujourd'hui, avec l'intervention qui va me succéder, est la plus intéressante pour ceux qui sont venus à ce webinaire, puisque c'est la rencontre entre l'acheteur et ses fournisseurs. Là, dans l'achat public, c'est un acheteur public qui achète à des fournisseurs privés, voire parfois publics. En tout cas, c'est cette rencontre qui fait l'intérêt ou pas de ces démarches. Alors, est-ce que je peux avoir l'écran suivant? Je n'ai pas pris le parti de vous rappeler longuement ce qu'est l'achat responsable, puisque j'ai vu que d'ailleurs que la norme, enfin le label RFAR n'est pas dans la diapositive précédente sur l'ensemble des labels, mais on a bien un label qu'on porte qui s'appelle relation fournisseur achat responsable, qui porte sur un des objets et qui est donc porté par la médiation des entreprises depuis son origine. La médiation des entreprises elle-même une institution qui a été créée il y a plus de 10 ans, après la crise financière de 2008, dans les tensions dans les filières entre entreprises. Et nous avons deux gros moyens d'y remédier aujourd'hui, soit la médiation individuelle, c'est-à-dire entre deux entreprises, pour essayer d'éviter d'aller en contentieux, et puis l'achat responsable, qui est plutôt de l'action préventive. Ce parcours achat responsable, je crois qu'un de nos collaborateurs portant le pôle achat, qui s'appelle Laurent Denoux, a déjà fait des exposés en GIP Maximilien, donc je ne vais pas l'exposer longtemps, mais il faut rappeler que c'est un parcours aujourd'hui qui passe par un positionnement sur l'achat responsable. Si on est déjà en RSE et qu'on l'a déjà développé, on peut se poser la question de savoir si on veut aller vers un label, donc essayer de le conforter, de le solidifier.
Et si on se lance pour une nouvelle entreprise, on va s'outiller progressivement, on va s'auto-évaluer, on va signer la charte achat responsable. Avant le label, il y a une charte. Et dans l'ensemble, ce parcours aujourd'hui est assez vertueux puisqu'il arrive à un label. Alors, on peut passer peut-être à la diapositive suivante. La genèse du travail sur la valeur immatérielle de l'achat responsable, c'est d'abord de se rappeler quelle est la notion de valeur immatérielle. Et puis, on a fait ça en trois saisons, 3 années de suite, pour arriver à un jeu de rôle qui est un outil qui a été développé autour de Bercy Lab. Je vais l'expliquer. Et les explications possibles, puisque c'est le plan que j'ai adopté pour mon diaporama, c'est justement quel est l'intérêt d'aller dans ces démarches. Alors, est-ce que vous pouvez aller à la diapositive suivante? Donc, la genèse. Beaucoup de labellisés nous disaient on travaille, c'est la même chose que la RSE d'ailleurs, hein. On fait quelque chose, mais est-ce que on arrive à le faire reconnaître à l'extérieur même de l'entité, voire parfois à l'intérieur, hein. Il ne faut pas oublier que certains des promoteurs de la RSE regrettent parfois que ça ne soit pas partagé dans l'ensemble de l'activité par tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est un peu la même chose pour les acheteurs ou pour l'achat responsable. Certains ont l'impression que c'est limité à 2-3 entités de l'entreprise, la partie bien sûr du secteur achat, la partie parfois juridique, mais pas toujours, la partie RSE, mais pas toujours. Voilà, il faut partager ce type de démarche. Et comme on a affaire à des indicateurs immatériels, l'immatériel, je vous rappelle, hein, c'est une façon de découper l'entreprise de capitaux ou d'actifs sur, on a tendance souvent à le découper par l'organisationnel, le relationnel et l'humain, le capital humain, capital organisationnel et capital relationnel. Dans le relationnel, on est au cœur de la relation achat responsable, de l'achat tout court. Et dans l'achat public, on retrouve aussi ce que d'ailleurs la direction des affaires juridiques ou d'autres préconisent, c'est-à-dire le sourcing, le travail avec les relations avec le réseau potentiel de fournisseurs. Le groupe de travail a été composé d'entreprises qui étaient labellisées, d'autres non labellisées, des académiques qui travaillent sur ces questions, il en existe quelques-uns en France qui sont de très très bon niveau, et des experts tels que l'ANC, c'est l'autorité des normes comptables, qui travaillaient à l'époque, quand on a commencé ces saisons, sur justement la CSRD, la transposition. Donc on était au cœur de l'évolution réglementaire. On a fait un partenariat avec Bercy Lab. Bercy Lab, c'est une entité qui existe depuis 2017, qui est un système collaboratif dans lequel à l'intérieur même de Bercy, hein, ça appartient à une entité de Bercy, on met les personnes dans des labos, hein, comme on dit, des ateliers. Et là, on a fonctionné comme ça pour arriver au dernier atelier qui a eu lieu très récemment, le 7 novembre 2024, à la suite de la matinée qui avait lieu sur l'achat responsable. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, Erika? Merci. Donc, c'était un travail au long cours, hein, on voit 2021, 2022, 2022, 2023, 23, 24. Au fur et à mesure, nous avons avancé, nous avons prudemment avancé en tenant compte de l'environnement réglementaire, même si ce ne sont pas des outils réglementaires que nous produisons, mais des entités d'appui pédagogique, hein. Donc, le mot-clé de la saison 1, c'était les indicateurs immatériels. La saison 2, on a travaillé sur la double matérialité, cette fameuse double matérialité, hein, qui est un des outils portés d'ailleurs par la France au sein même de la CSRD. Alors, j'imagine, hein, on aura peut-être des questions dans le débat, que certains ne sont pas familiers avec CSRD, donc j'ai remis le sigle, hein, Corporate Sustainability Reporting Directive, et puis j'explique qu'on est allé vers un jeu de plateau à partir des ESRD, donc c'est les standards. Ce que je veux rappeler, parce que je pense qu'à force d'aller sur des vocabulaires comme ça un petit peu ardus, et si on commence à rentrer dans la directive elle-même, on peut s'y perdre un peu. Il faut revenir aux objectifs. Quel est l'intérêt du reporting extra-financier? Le reporting extra-financier, il est fait pour qui? Il est fait pour les financiers, justement, même s'il s'appelle extra-financier. Il est fait pour les experts, les analystes financiers qui veulent comprendre si votre entreprise a créé de la valeur et de la valeur extra-comptable.
Pourquoi? Et là, je me tournerai vers l'intervenant juste précédent, parce que certains d'entre eux doutent de la qualité ou de la sincérité de certains rapports RSE. Ils les trouvent très beaux, magnifiques, très bien écrits, mais ils se demandent si derrière, il n'y a pas un peu de creux. Et la CSRD, normalement, est là pour, sur la partie environnementale, essayer de remédier à cet aspect risque de creux. Moi, je sais, parce qu'on en a parlé justement quand on a préparé, que derrière les démarches RSE, il y a beaucoup de sincérité, de réalité, et les entreprises sont particulièrement impliquées. Donc, il n'y a pas de sujet. Simplement, certains actionnaires ou certains analystes financiers peuvent se dire, c'est bien mignon, on nous dit ça, mais on nous dort la pilule et ce n'est pas tout à fait aussi précis et aussi documenté. Et le reporting extra-financier a normalement cette valeur que les données sont sourcées, sont auditables, sont des données fiables, et c'est ça l'enjeu. Et si on n'a pas compris ça, on se demande pourquoi on le fait. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à plusieurs entreprises qui ont commencé à regarder ce qu'était la CSRD, se sont dit, mais ça, c'est pas pour moi, parce que d'abord, j'ai pas envie de le faire, et en plus, si je le fais, je vois pas à quoi ça sert, et surtout, c'est compliqué. Alors, nous, avec le travail que nous avons mené, que je vais essayer de vous exposer rapidement, on veut montrer que ce n'est pas si compliqué que ça, même si on veut le faire à fond, bien sûr, on peut y consacrer énormément d'unités d'œuvre, et ce n'est pas le but pour les TPE, PME. Et surtout, c'est très utile. C'est très utile, et in fine, par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, à l'atelier, les acheteurs, ils trouveront leur compte parce qu'ils sont un peu comme les analystes financiers. C'est utile au moment du choix, surtout entre deux entreprises, dont une est très impliquée dans les sujets environnementaux ou de RSE et une qui l'est moins, de se dire je vais privilégier. Et ça, on reprend la critérisation, et c'est la troisième intervention qui va nous aider à, pas tout à fait à trancher, mais en tout cas, pour l'avoir vu en exclusivité, j'ai vu que dans cette intervention, quelques lueurs d'espoir sur le thème de l'intérêt des acheteurs pour ces critères apparaît, et je pense va s'accélérer. Voilà. Nous, notre conviction, c'est que ça va s'accélérer et que sur l'achat responsable, il est utile de le valoriser. Alors, si je peux avoir la diapositive suivante. Par exemple, nous avons essayé de décrire le fonctionnement dynamique des entreprises avec des capitaux organisationnels, territoriaux, relationnels et de confiance. Et si vous allez sur le territorial, qui est souvent maintenant un critère, alors, parfois explicite, parfois implicite, de choix des acheteurs, vous avez des acheteurs publics. Vous avez un capital qui est intéressant. Ce qu'il faut, c'est le documenter et pouvoir répondre dans le vocabulaire de l'acheteur public à cette revendication. C'est ce que nous avons analysé lors de notre préparation, qui est que la RSE de l'entreprise ou de l'entité publique qui achète et la RSE de l'entreprise offre se rejoignent. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Et dans ces cas-là, plus les indicateurs, plus le vocabulaire, la façon de présenter les choses est la plus proche de l'acheteur public, plus on a des chances qu'il soit intéressé dans sa critérisation ou dans son appréciation fine. L'achat public n'interdit pas, on est toujours braqué sur les critères pour des raisons aussi de protection juridique des acheteurs, mais l'achat public n'interdit pas du tout d'avoir une vision qualitative sur certains des critères. Et j'insiste, c'est souvent quand on est avec deux entreprises qui sont quasiment à égalité, voire à égalité de points, qu'on peut toucher au qualitatif pour arriver à un intérêt durable. Nous sommes sur du responsable et du durable, c'est-à-dire que la relation entre l'acheteur public et l'entreprise fournisseur soit inscrite dans la durée et pas dans un système de one-shot qui peut être intéressant en termes de coûts, je dirais, immédiats, de coûts directs, mais peut-être pas intéressant sur la durée. Est-ce que je peux voir la diapositive suivante? Merci, Erika. La vue d'ensemble des outils, c'est qu'aujourd'hui, on a sorti quelque chose qui s'appelle un mode d'emploi, un fil rouge pour l'animateur et des fiches à remplir. Ça signifie que pour savoir si
la démarche d'achat responsable est valorisable en termes de capitaux immatériels ou d'actifs immatériels, on met un des collaborateurs de l'entreprise. Souvent, c'est le directeur achat ou quelqu'un de la direction achat, mais ça peut être le directeur RSE. Il n'y a pas d'exclusif. Ça peut être aussi le juriste s'il a envie de travailler sur une convergence avec d'autres dispositifs de reporting. Je vous rappelle que si on regarde des dispositifs comme le devoir de vigilance, si on ajoute, c'est ce qui a fait peur, je pense, aux entreprises par rapport à la CSRD, c'est que ces dernières années, en très peu de temps, les entreprises ont été astreintes à beaucoup plus d'obligations de reporting, pour des raisons d'ailleurs de sécurité du commerce international et des entreprises. Le devoir de vigilance, ce qu'on appelle Sapin 2, les sujets divers et variés vont toujours dans la volonté que les fournisseurs soient capables de prouver qu'ils sont dans des systèmes sécurisés bien tracés. Et là, les acheteurs publics ont aussi monté leur niveau d'exigence ces dernières années sur ces critères. Simplement, à force d'exigence, on épuise les équipes à rechercher des documents ou des données, des datas qui sont parfois redondantes ou dispersées. Et donc, les juristes peuvent avoir intérêt, enfin la partie juridique ou compliance de l'entreprise, à travailler sur ces questions. Puis ça peut être d'autres parties de l'entreprise. Il nous faut un animateur, des sponsors. En général, on souhaite que ces démarches soient bien connues de la gouvernance. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à part. Et puis, on y va. Alors, diapositive suivante. On donne des arguments. Alors, l'écran là ne va pas être très lisible, mais c'est pourquoi se lancer dans cette démarche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans le vocabulaire de ce qu'on trouve sur l'achat immatériel avec ce qu'on trouve dans l'engagement RSE, engagement volontaire avec anticipation des évolutions réglementaires et la valorisation de l'entreprise. De toute façon, les objectifs sont quasi identiques. En tout cas, ils s'inscrivent totalement dans la roue les uns des autres sans qu'il y ait de difficultés pour pouvoir les coordonner. Par contre, si ceux qui, par exemple, sont impliqués dans d'autres démarches, ne jouent pas dans le collaboratif, il n'y a aucun intérêt de se lancer dans ces démarches. De toute façon, le mot-clé, c'est aussi le collaboratif au sein de l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai évoqué les capitaux des entreprises structurelles, organisationnels humains, enfin structurels, pardon, relationnels humains. Le relationnel est plutôt tourné vers l'extérieur, le structurel à l'intérieur de l'entreprise, mais le relationnel, c'est le cœur de la vie et de la compétitivité des entreprises. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante? Donc, tout le collectif de direction doit être impliqué d'une façon ou d'une autre pour essayer de bien représenter l'ensemble des capitaux et des actifs qui composent l'entreprise. Ça veut dire trouver des temps ou des séances par ce type de démarche pour que, dans le cadre finalement de coordination avec la RSE, on arrive à dégager la double matérialité, c'est ce qu'on appelle, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, qui veut dire en fait les priorités, les éléments challengeants de l'entreprise. Et c'est à la fois l'impact financier et l'impact environnemental. Et quand on étudie les enjeux pour l'entreprise, on se rend compte que toute partie de l'entreprise est impliquée dans ces sujets. Ce qu'il faut, c'est trouver ceux qui ont envie de jouer le jeu et de travailler comme je vous l'avais indiqué. D'ailleurs, on le retrouve sur cette diapositive, le capital humain, le capital structurel, le capital relationnel. Est-ce qu'on peut continuer ? Merci. Et voilà, la diapositive que vous regarderez tranquillement après coup, on voit que toutes les parties prenantes sont impliquées à destination des parties prenantes externes. Et dans les parties prenantes externes sur l'achat responsable, vu par les entreprises, alors nous avons dans les labellisés des acheteurs publics. Dans nos systèmes, nous avons des entités qui sont labellisées. Donc l'achat, l'acte d'achat n'est pas vu uniquement comme l'achat privé. Par contre, la majorité de nos labellisés sont plutôt des entreprises et les parties prenantes externes, pour les entreprises, deviennent les collectivités et l'État,
lorsque ce sont les GIP, hein, si ce sont des acheteurs publics astreints au marché. Mais les parties prenantes internes sont nombreuses et il faut les mobiliser. Diapositive suivante. J'essaye d'accélérer parce que je vois que le temps tourne. Alors, j'ai donné, je crois, 2 ou 3 diapositives uniquement pour que on passe à quelque chose de concret dans votre esprit. La CSRD a un vocabulaire particulier avec des indicateurs ESG, hein, enfin, qui travaillent avec l'impact ESG. Et quand on prend la charte et le label et les normes auxquelles on est astreint, hein, la fameuse 20 400, hein, qui est la norme qui permet de travailler sur l'achat responsable, on voit que le reporting est exigé par la CSRD pour tracer l'évolution du parcours d'achat vers des méthodes plus saines. On peut tout à fait utiliser, en fait, c'est le discours et c'est une des leçons qu'on peut tirer ensemble collectivement lorsqu'on travaille avec cet outil de reporting extra-financier. On se rend compte que des parties complètes du label peuvent être transposées assez facilement sans travail supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est que les indicateurs pour les nourrir soient fiables et donc cette traçabilité doit être faite d'office. Et on a un certain nombre de questions quand on passe de la charte au label qui permettent de caler, de stabiliser ou de tracer un certain nombre de ces indicateurs. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît ? La diapositive suivante est sur une autre partie de la labellisation dans lesquelles, on peut le lire dans les deux sens, hein, le tableau. Moi, je pars de la plus-value labellisation avec les informations qui sont récoltées conformément aux exigences de la CSRD. Et on voit qu'on est tout à fait dans une transposition. Vous voyez, je vous ai parlé de la loi Sapin 2 et des lois sur le devoir de vigilance. C'est essayer de coordonner en fait toute l'activité d'une entreprise. Ce qui est dit souvent, c'est que dans une entreprise, on vit l'activité dans son ensemble et toutes ces démarches ont tendance à être beaucoup plus analytiques. Et il faut essayer de garder que ce qui est justement matériellement significatif, signifiant. Et la démarche achat responsable aide à ça. Si on sait en extraire les bonnes parties, les bons morceaux, on arrive à gagner du temps sur des démarches de reporting. Puis je crois qu'il y a encore une diapositive. Voilà. On trouve encore une application sur une autre partie de plus-value qui est l'écoute de la voix fournisseur, hein, qui est une expression qui est utilisée pour le label. À partir du moment où vous êtes acheteur public et qu'éventuellement vous savez qu'une entreprise passe un temps important dans le cadre de son label à travailler avec ses fournisseurs, la fiabilité de ses fournisseurs, la fidélisation aussi de ça. Et ces dernières années, avec la crise Covid puis la crise de la supply chain, on s'est rendu compte qu'avoir de la résilience et avoir un système bien fiable de fournisseurs, c'était un élément de solidité et ça rassure les acheteurs publics de savoir qu'on travaille avec des entreprises qui non seulement sont solides dans leurs prestations, mais sont solides aussi dans leurs fournitures. Parce qu'on a pu avoir, et les acheteurs publics comme les acheteurs privés, des ruptures dans les fournitures de certaines entreprises parce qu'elles-mêmes n'avaient pas fiabilisé leur chaîne amont. Et donc ça se valorise, ça se prouve, en tout cas, il est possible d'en tirer un certain nombre d'enseignements au travers de la labellisation ou en tout cas de critères qui sont utiles pour la labellisation. Voilà, alors je pense qu'on peut passer, je ne sais pas comment vous voulez faire, Erika, soit quelques questions sur mon intervention ou alors on passe la parole à Adrien tout de suite et puis après on prend tout en bloc, comme vous voulez. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, comme je partage… Alors juste, Adrien, je vous laisse la main sur le document ou vous voulez que je fasse défiler? Comme vous voulez. C'est peut-être mieux pour la connexion, au cas où que ça vous dérange pas de le refaire. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est pas de souci. Par contre, là, Merci. je vois pas s'il y a Ça des réduit les questions. risques. Non, j'ai pas l'impression dans le chat. Mais ça peut être des questions en direct, mais allons vers l'intervention d'Adrien et puis après, Ok. on prendra en bloc. Ça marche. Alors D'accord. juste, est-ce que vous voyez suffisamment l'écran? Il faut que j'agrandisse.
C'est un peu petit. Ouais, mais je vais le faire en fait, comme ça je l'aurai aussi sous les yeux, parce que dans tous les cas, je vais l'avoir sous les yeux, donc désolé, je vais le faire. Non, mais il y a pas de souci, c'est Si juste, voilà, parce que comme vous êtes un si petit ça peu loin. suffit. Euh, voilà, Alors on va vous dire si ça passe. Ouais, top. c'est bon, d'accord, Ouais, on va bien. très bien. Alors, donc je suis Adrien Deschamps, je suis doctorant en économie à l'université d'Avignon et je travaille donc à partir de données, donc de marchés publics réels, sur les impacts essentiellement économiques de l'intégration de considérations environnementales principalement, mais aussi sociales, dans la commande publique, à la lumière notamment dans le contexte de la loi climat résilience, comme vous le savez, qui généralise l'adoption de clauses et de critères environnementaux au moins à partir de 2026. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi n'a pas été précédée d'études d'impact et on a très peu d'études empiriques sur le sujet. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est de faire avant que tous les marchés publics intègrent des clauses, des critères environnementaux et sociaux. Enfin, ce ne sera pas généralisé pour le social, mais voilà. C'est en fait, on a pour le moment, jusqu'en 2026 au moins, on aura toujours la possibilité de comparer des marchés avec et sans considération environnementale. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça change, par exemple pour les PME, d'intégrer des clauses, des critères environnementaux plus largement responsables dans les marchés publics. Donc c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, ça va être un petit peu de résumer ou de donner un aperçu d'un rapport que j'ai produit pour la direction des achats de l'État, donc, qui était paru en début de l'été, je crois, en juillet. Voilà, donc les liens seront disponibles dans le support. Voilà. Donc la commande publique, voilà, dans quel cadre s'inscrit cette réflexion? C'est qu'il y a différents objectifs de la commande publique contemporaine, notamment évidemment des objectifs de développement durable. Et il y a deux manières de s'intéresser, d'avoir un travail d'évaluation face à ces objectifs. C'est d'un côté, on pourrait se demander est-ce que ces objectifs sont atteints? C'est très difficile de mesurer et d'avoir les données pour se dire est-ce que la commande publique protège effectivement l'environnement? Ça donnera lieu sûrement à des études, mais vous voyez, avoir une réflexion très globale à l'échelle de la commande publique sur cette question, c'est très difficile. Une autre manière de procéder, et c'est ce que je vais faire, c'est se demander d'abord est-ce que tous ces objectifs semblent compatibles? Est-ce qu'ils entrent en conflit? Est-ce qu'ils se renforcent mutuellement? Voilà, et donc c'est dans ce second état d'esprit que se place ce rapport, dont la problématique globalement, c'est donc de savoir quel est l'impact des clauses et des critères. Donc clauses, vous voyez, c'est les contraintes dans les spécifications techniques, etc. Les critères de sélection, durables, donc environnementaux comme sociaux, sur l'accès des PME à la commande publique. Après, dans le rapport, je décline ça d'abord à échelle globale, ensuite dans une échelle avant-après Covid, par secteur et par type d'acheteur. Voilà. Mais aujourd'hui, on va évidemment pas pouvoir rentrer dans tous ces détails. Avec chaque fois une partie de statistiques un petit peu descriptives, c'est-à-dire ce qu'on verra juste après, donc sous forme d'état des lieux, vous voyez, avec des graphiques. Voilà. Et puis ensuite, chercher vraiment des liens de cause à effet. On dit par exemple, il y a une phrase, c'est corrélation n'est pas causalité. Donc d'une part, ce qu'on peut faire, c'est faire des graphiques pour voilà, voir des évolutions, voir dans ce secteur-là, il y a plus ou moins de clauses environnementales, plus ou moins de PME. Mais ça ne dit pas quel est l'impact statistiquement, un petit peu scientifiquement ou mathématiquement, entre l'introduction d'une clause ou d'un critère environnemental et la probabilité d'octroyer une PME. Voilà, mais donc ça c'est un peu plus détaillé dans le rapport, mais il y a ces deux états, ces deux apports dans mon étude. C'est d'abord un état des lieux très objectif et ensuite essayer d'étudier des relations de cause à effet. Donc la commande publique, donc c'est un sujet très important pour l'État, pour les PME, une source de potentiel de croissance très importante, mais avec une large sous-représentation qui n'est pas propre à la France, qui peut s'expliquer par des délais de paiement plus longs, par exemple, des complexités réglementaires, administratives plus lourdes. Voilà, pas la peine d'aller trop dessus. Voilà, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est au niveau des données, quelles sont les grandes évolutions de la commande publique durable et du point de vue des PME sur ces dernières années.
Alors ça, c'est des données qui proviennent d'un travail donc, qui est publié sur DataGouv. Donc en fait, j'ai collecté, grâce au BOMP, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, tous les marchés passés de 2015 à 2023, publiés au BOMP. Et donc ensuite, j'ai transformé ces annonces textuelles en une base de données, donc, qui est accessible par exemple sur un format de Excel, et ce qui me permet d'avoir un travail d'évaluation très large. Et donc là, on peut voir qu'à l'échelle des marchés publiés au BOMP, on voit un double phénomène de 2015 à 2023. D'une part, on voit que les clauses et les critères environnementaux se sont développés largement, et un peu aux dépens du social. Et d'autre part, si on regarde en 2015, c'est les critères de sélection responsables qui sont davantage utilisés, alors qu'aujourd'hui, c'est davantage les clauses, enfin, voilà, les clauses qui sont développées. Donc, il y a eu une préférence pour l'environnemental aux dépens du social et des clauses aux dépens des critères. Voilà. Si on veut s'arrêter sur les marchés réservés, voilà, il y a un petit zoom sur les marchés réservés. Évidemment, il y a davantage de clauses RSE et particulièrement sociales dans les marchés réservés, qui ne sont pas nécessairement plus favorables aux PME, en tout cas ce qui semble ressortir des données du BOMP. Voilà, donc quelques statistiques sur le recours aux clauses et aux critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics. Donc tout ça, c'est des infos, voilà, c'est contenu dans le rapport. On voit que les fournitures se prêtent davantage, par exemple, que les services à l'intégration de clauses et de critères environnementaux, ce qui n'est pas forcément le cas pour le social, où les secteurs d'activité privilégiés par les acheteurs sont différents. Ce qui a des implications évidemment pour les PME, parce que selon le secteur où elles se situent, elles seront plus ou moins confrontées aux considérations sociales et environnementales. Et justement, les PME, on voit qu'elles ont une fréquence d'accès au marché public. Donc si on regarde la part de l'eau attribuée à une PME, au moins partiellement, on voit une très grande hétérogénéité. À l'échelle de la commande publique, c'est à peu près 60%. Mais là, si on regarde, après, c'est les contrats du BOMP, donc c'est les plus gros contrats, donc forcément un peu moins favorables aux PME. On voit qu'il y a représente plus de la moitié des titulaires dans les marchés d'imprimerie, aussi dans les transports, etc. Tandis qu'elles sont évidemment moins présentes dans des marchés avec des secteurs d'activité, avec des infrastructures, des coûts fixes plus lourds, comme évidemment les services chimiques, pétrochimiques, la finance, les infrastructures les postes, les télécoms, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est dresser un peu le paysage de la commande publique durable et de l'accès des PME. Mais là, on voit, vous voyez, c'est un peu deux mondes, voilà, c'est un peu en parallèle. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans un second temps, c'est de confronter les deux directement pour voir, d'une part, si les PME participent moins du fait de l'introduction de clauses et de critères environnementaux et sociaux. Et d'autre part, une fois qu'elles ont candidaté, est-ce que la présence de considérations responsables accroît ou réduit leur probabilité de victoire, de titularisation, quand elles sont confrontées à la concurrence de plus grandes entreprises. Donc, il y a deux temps. Il y a un temps de participation et un temps de est-ce qu'elles gagnent face à de plus grandes entreprises. Donc, ce qu'on remarque, c'est que oui, c'est une petite diapositive simplement pour voilà, il y a un effet incertain, mais ça, on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est que d'une part, elles ont quand même une marge d'innovation sociale, environnementale, plus de flexibilité, d'agilité que les grandes entreprises, mais en même temps, elles sont plus sensibles aux contraintes administratives. Ça représente un coût proportionnellement plus important pour elles de produire, de montrer qu'elles s'inscrivent dans des démarches RSE, etc. Voilà. Et donc, ce que j'observe à partir des données du BOMP, c'est que les critères sociaux semblent favoriser les PME dans les marchés de travaux. Ça, c'est assez net. Donc, les critères de sélection sociaux favorisent à la fois la participation et la titularisation de PME dans les marchés de travaux.
Les clauses environnementales, quant à elles, elles ont un effet positif marqué pour les PME, mais particulièrement dans les marchés de fourniture. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les considérations sociales et environnementales, elles ont des effets sur les PME, mais pas forcément dans les mêmes secteurs d'activité. Donc, ça ne concerne pas forcément les mêmes secteurs, pas forcément donc les mêmes entreprises derrière. Les critères, donc les clauses sociales, je ne trouve pas d'effet récent significatif. Ce qui est intéressant, c'est que je trouvais un effet avant le Covid. Donc, ce qui veut dire également avant la loi climat résilience. Peut-être que les acheteurs, avec la spécialisation, on a vu la préférence pour l'environnemental, ont un petit peu délaissé les clauses sociales, ce qui a un peu atténué ou annulé cet effet positif des clauses sociales en faveur des PME. Et les critères environnementaux, ils ont un rôle plus ambigu. Et ce que j'observe souvent, et je détaille davantage dans le rapport, c'est que paradoxalement, ils ont un effet négatif plus fort quand ils sont faiblement pondérés, vous voyez, sur les PME. Ce qui veut dire que ce qui voudrait dire que la présence d'un critère environnemental peut avoir un effet négatif sur les PME, notamment dans les services, mais plus ce critère est pondéré et, euh, et moins voilà, et moins cet effet négatif est fort. Alors c'est un peu paradoxal, mais on pourrait l'expliquer par le fait qu'un critère faiblement pondéré par l'acheteur est souvent plus superficiel, moins clair pour les PME, moins travaillé. Par exemple, elle pourrait ne pas avoir accès à la règle de notation, parce qu'on annonce le score, on annonce les poids, mais ça ne dit pas concrètement comment est-ce qu'on est évalué sur le critère environnemental. Et donc finalement, les critères environnementaux, lorsqu'ils sont bien définis, bien travaillés et plus fortement pondérés, eh ben, ils n'ont pas d'effet négatif pour les PME. C'est un des résultats intéressants du rapport. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que déjà, il faut rappeler que la commande publique, c'est un potentiel très important de croissance pour les PME. Et en même temps, cette commande publique en France tend à devenir de plus en plus durable du fait de contraintes légales. Pour le moment, cette mutation, elle ne semble pas avoir pénalisé les PME, particulièrement concernant les clauses environnementales dans les marchés de fourniture en particulier, qui sont favorables aux PME, tandis que dans les services, dans les travaux, pardon, on voit que les considérations sociales peuvent également jouer en faveur des PME. Ce qui va poser question pour l'avenir, c'est, voilà, pour le moment, à l'échelle du BOMP, on en est à peu près à un quart de marché qui inclut des considérations environnementales. En 2026, ça doit être 100%. Donc déjà, ça veut dire qu'on doit quadrupler. Et en plus, là, on est simplement sur les données du BOMP. Et sous les seuils de publicité, la part de marché avec des considérations environnementales est encore plus faible et l'expertise peut-être des acheteurs, en tout cas les moyens qu'ils ont à disposition pour intégrer des achats responsables, peut être plus faible que pour des acheteurs plus significatifs. Donc la question, ça va être de savoir, face à cette généralisation qui va arriver, quelle va être la réaction des PME. Est-ce que la qualité des clauses et critères responsables, en particulièrement environnementaux, va baisser? Donc, est-ce que ça va se retourner contre les PME? Voilà, c'est des choses à voir qui soulignent un peu l'importance du comportement des acheteurs dans leur stratégie d'intégration de clauses et de critères responsables de qualité et la formation, la préparation des PME pour se confronter à ces derniers. Voilà. Donc voilà, pour aller plus loin, il y a quelques liens utiles, notamment le rapport. Et je vous remercie pour votre attention. Et puis ça laisse un petit quart d'heure pour répondre aux questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. C'était très intéressant. Donc, ça a été voilà, perçu par la direction des achats de l'État. Quelle façon ils s'attendaient à ce genre de retour, différence entre environnemental, social. Ben, non, pas vraiment, parce qu'il y a, en fait, c'est ce qui était intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas eu d'études préalables, en tout Ouais. cas pas à l'échelle très globale, comme on a pu le faire ici. Et donc, voilà, il y avait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même conforté certains retours des acheteurs, notamment pour les marchés de travaux, avec les considérations sociales.
Non, il y avait pas. C'est très difficile d'avoir un a priori parce que la DAE travaille sur ses marchés avec ses pratiques. Donc avoir une idée de. Voilà, et puis il y a des bons arguments dans les deux sens aussi. Les marges d'innovation, de flexibilité des PME. Ouais, c'est intéressant. Et en face, des contraintes réglementaires, voilà, des délais de candidature plus longs. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, en fonction des circonstances, on observe aussi un petit peu les deux. Je ne sais pas si les participants ont des questions, ou si les intervenants, vous voulez compléter les propos d'Adrien. Compléter, non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'intervention d'Adrien, c'est que d'abord, il y a des éléments encourageants, donc c'est quand même intéressant puisque la question Mmh. était totalement ouverte. Donc, il aurait pu, et je crois même avoir vu à un moment dans d'autres bouts d'études, pas celle-ci, mais des constats plus, comment dire, pas décourageants, mais plus neutres, montrant que les effets n'étaient pas si significatifs, etc. Là, on voit que c'est sectoriel, et ça, c'est pas étonnant, parce que ce soit dans l'achat privé comme dans l'achat public, il existe chez les acheteurs des considérations sectorielles, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de leurs fournisseurs qui est celle de privilégier certains critères. Et ça, on a le droit, et c'est même légitime. Il n'y a pas de raison, quand on est acheteur, de ne pas avoir envie de privilégier certains aspects. On peut les faire évoluer, on peut les réinterpeller, mais il est légitime de le faire. Et là, on voit par exemple ce qui est dit sur le fournisseur, les fournitures, les marchés de fournitures d'un côté, et les marchés de travaux qui n'ont pas le même type de critérisation, qui sont sensibles à d'autres aspects dans l'entreprise, ce qui ne signifie pas qu'ils ne vont pas s'intéresser au reste de l'entreprise, mais ce n'est pas l'objet. Là, pour l'achat et pour le marché public lui-même, ils vont privilégier, et ce critère-là va être noté, va être, disons, relevé. En fait, pour simplifier, l'acheteur ou celui qui doit contractualiser a toujours une batterie de critères. Certains sont, et c'est le cas des acheteurs publics, écrits, signifiés de manière explicite, et puis d'autres sont implicites. Dans l'implicite, c'est toujours compliqué de comprendre ce qui a marqué la prise de décision. Dans l'explicite, on est déjà un peu plus aidé. Et comme Adrien l'expliquait, en plus, il prend que ceux de bio-AMP, c'est-à-dire les plus gros marchés. Mais en fait, il existe une foultitude de petits marchés en dessous des seuils qui sont de l'achat public, qui sont de la commande publique, et pour lesquels il serait intéressant de savoir quel a été le critère. Le critère, par exemple, de territorialisation, de localisation, je me suis intéressé à une époque à tout ce qui était achat pour les cantines scolaires, etc. Il y a des critères particuliers de localisme qui sont intéressants, qu'il faut éventuellement privilégier. Et derrière ça, il peut y avoir la façon de faire de l'agriculture durable ou des produits agroalimentaires qui sont travaillés d'une certaine façon. Donc voilà, c'était intéressant dans cette intervention de sentir qu'il y avait déjà une marque d'intérêt, qu'elle est encore probablement en dessous des lignes, notamment avec son critère du quadruplement en quelques années des critères. Là, je pense que les acheteurs publics vont devoir faire un gros effort de structuration ou de réflexion sur ce thème. En tout cas, voilà, ce qui a intéressé, enfin surtout maintenant j'ai pris un peu le temps de réfléchir, mais ce qui a rassuré entre guillemets la DAE, c'est que le rapport a plus ou moins permis. On voit qu'il y a des résultats qui changent un peu selon les secteurs, les temps et tout, mais le message principal en fait, c'est que on a plus ou moins réussi à réfuter l'idée que les PME seraient de toute évidence complètement pénalisées, martyrisées par les clauses et les critères responsables. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet massif évident de pénalisation des PME par la RSE dans la commande publique. Je vois une question sur le chat, Oui. et il demande à chacun d'intervenir. Moi, je vais être très bref. Pourquoi favoriser, les points clés pour favoriser l'accès des PME? Les démarches volontaires d'achat responsable sont un des points de solidité qui peuvent, à un moment, intéresser l'acheteur. On ne sait pas exactement, mais c'est un peu comme il était indiqué pour la RSE, lequel des critères va être privilégié. Mais si on n'a pas de démarche volontaire et qu'on n'a pas cette
solidité sur les informations qu'on devra fournir, on ne pourra pas être en compétition sur certains actes de commande publique. Donc, il vaut mieux s'être préparé et avoir pris des démarches volontaires allant dans la solidité de sa propre structuration d'offres. Merci, Michel. Donc, je ne sais Alors, pas, Pierre-Olivier, oui, vous avez pour vu la question. compléter, alors la question est plus large que la RSE, hein, puisque c'est les points clés pour favoriser l'accès des PME à la commande publique. Donc moi, je me garderai de répondre aussi largement à la question, mais en tout cas, si vous voulez favoriser des PME qui ont des démarches RSE à répondre à vos marchés, il faut effectivement mettre une partie de la note sur la démarche RSE. Et dans les éléments que vous pouvez demander à la PME, ça peut être tout document qui attestera la mise en place d'une démarche et d'un plan d'action RSE donc mis en place. Hein. Donc, vous pouvez parler de rapport RSE, vous pouvez parler de labels, d'évaluation, de marques, de reconnaissance. Voilà, vous pouvez être assez large dans ce que vous demandez. Et après, du coup, analyser la réalité des actions qui sont mises en place par la PME de manière à pouvoir juger de manière la plus globale possible de la démarche. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de mettre des critères très précis du genre fournissez un bilan carbone, fournissez-moi votre évaluation EcoVadis, des trucs précis comme ça, comme on le voit bien souvent dans les marchés privés, où en fait on demande des trucs très partiels et très précis, mais qui ne reflètent pas la démarche globale RSE. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question, mais voilà, il va vous falloir effectivement un peu d'exigence et de temps pour après analyser les rapports RSE que vous allez recevoir. Mais je pense que c'est plus crédible de fonctionner comme ça que sur un ou deux critères très particuliers. Par exemple, moi j'ai vu dans un marché public récemment d'une PME qu'on a accompagnée, où en fait le commanditaire mettait « je veux une entreprise de l'ESS ». Bon, une entreprise de l'ESS, c'est un parti pris que vous prenez, mais du coup, la PME qui n'est pas dans l'ESS et qui a une super démarche RSE, eh ben, elle est exclue de fait. Est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Là, on était sur du marché réservé, peut-être. Non, c'est un marché d'imprimerie. Et je rejoins ce que disait monsieur là sur le fait que dans l'imprimerie, effectivement, il y a beaucoup de PME qui répondent et c'est un marché où les PME ont vraiment des atouts pour répondre et pour gagner quoi, ce type de marché. Mais il faut aussi, comme disait Adrien, que les critères soient qu'il y ait une rédaction qui soit quand même assez claire pour la PME et qu'il y ait des critères qui soient suffisamment, une fédération qui soit suffisamment importante pour que ce soit discriminant et pour qu'elle se sente impliquée pour répondre, pour argumenter sur ces sujets de RSE. Si toute la partie notation qui est importante. Peut-être que vous pouvez prendre la parole, Nicolas, peut-être ça sera pour expliciter. Alors oui, c'est... Que pensez-vous d'un cadre de réponse ciblant les éléments notés? Les entreprises pourraient extraire les éléments de leur démarche RSE. Un cadre de réponse. En fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire par là. Vous voulez plus expliciter? Ce serait la règle de score par opposition à la pondération des critères, par exemple? Par exemple, souvent ce qu'on voit, c'est que la RSE peut compter pour 10% de la note globale. Ouais. Donc ça, vous pouvez le mettre, effectivement, hein, vous pondérez à 10%. C'est même obligatoire de le dire si c'est le cas. Oui. C'était c'est ce qui me fait réagir justement à la question, c'est que et en même temps, ce qui fait référence à la question de juste d'avant, c'est je pourrais pas non plus donner de conseils général pour favoriser les PME. En plus, je suis très loin d'être acheteur public, mais je pense en matière de critères responsables,
c'est d'annoncer non seulement la pondération des critères responsables, qui est une obligation dès lors qu'ils sont mobilisés, mais de dire au-delà de simplement ça représentera 10% de la note, c'est comment je marque des points sur ces 10%. Ouais, Et ouais, ça, la jurisprudence française n'en fait pas une obligation. Et c'est ouais. vraiment dommage quand les acheteurs ne le font pas, parce que des fois même, ils ne comprennent pas vraiment la différence. Mm. Et vraiment, il y a des travaux économiques qui ont été faits là-dessus, qui sont un peu interrogés sur la question. Et à pondération équivalente de critères, la règle de notation, c'est-à-dire comment je marque des points, peut avoir un impact sur le classement des entreprises, à pondération équivalente. Donc, Mm. c'est pas juste une histoire de chipoter, de précision, c'est vraiment, ça a une importance Mm. cruciale. Non Mm. seulement pour rassurer, entre guillemets, les entreprises, mais même d'un point de vue de transparence, c'est comment je gagne des points et comment on est classé finalement. Voilà, c'est pas qu'une histoire de pondération. Pardon. Non, non, mais tout à fait. C'est important d'expliquer ça. Alors, le travers, c'est que parfois, on voit des acheteurs, alors pas forcément que publics, hein, mais qui vont dire, nous, on va vous demander de donner votre bilan carbone. Point. Bon, ben, c'est quand même très partiel, quoi. Et souvent, le bilan Hmm. carbone, on n'en fait rien, ou c'est pas ça qui va refléter la démarche RSE de l'entreprise, quoi. Et puis, est-ce qu'on le note dans l'absolu, ce bilan carbone, ou est-ce qu'on donne tous les points au meilleur bilan carbone et ensuite Non, on mais descend au prorata? Enfin, ouais, il y a eh plein de bien, choses ben, possibles derrière. en général, ce qui se passe, c'est que si le bilan carbone est livré, ben, on a le maximum de points. S'il n'est pas livré, c'est zéro. Mais on ne va pas Ah regarder la ouais, d'accord. qualité du bilan carbone. Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais, Ouais, ou pour dire Votre échange m'inspire le fait qu'on est quand même au balbutiement de certains sujets d'importance à apporter aux critères RSE. Hein, il y a les pourcentages, il y a la façon de l'exprimer et l'attente. Je pense que des travaux complémentaires de bonnes pratiques avec la DAE, mais d'autres aussi, hein, d'autres acheteurs, devraient, et le GIP, le GIP Maximilien également, devraient réfléchir à comment aider les acheteurs publics à formaliser. Parce que ce que nous explique Pierre-Olivier, c'est qu'il peut y avoir une bonne intention. J'ai besoin du bilan carbone, je veux être sûr qu'il y en a un, etc. Je veux en connaître la qualité. Ce n'est pas forcément intrusif, ça peut être j'en ai besoin ou je vais en avoir besoin pour être sûr que le sujet est instruit et que la qualité de la réponse est faite. Alors c'est vrai que c'est 0 ou 1, que c'est binaire et que c'est juste qu'il existe, mais sans le regarder sur le fond, ce n'est pas très intéressant. Si c'est un peu plus un dialogue sur le fond des pratiques, parce que c'est utile, parce que moi-même, j'ai dans mes critères RSE le sujet bilan carbone et que je ne veux pas, par une fourniture en décalé, en ce qu'on appelle le scope 1, 2, 3, etc., avoir des fournisseurs qui dégradent mon propre bilan carbone parce qu'eux-mêmes ont un mauvais bilan carbone. C'est un peu ça le sujet sur ce genre de questions. C'est l'environnemental, mais par cercle concentrique. Oh, on ne vous entend plus. On entend plus. Attendre qu'il se reconnecte. Oui, on a été Ça y déconnecté, est, non? c'est revenu. Oui, Ouais, mais vous êtes là, revenu. c'est bon, on vous entend. Après, c'est aussi ouais, enfin, de rendre la tâche accessible aux acheteurs, quoi, parce que moi, je suis pas acheteuse, mais j'imagine que ça, voilà, si voilà, il faut que l'acheteur analyse le bilan carbone, enfin, je sais pas. ouais, c'est compliqué. Mais dès À ce lors qu'il moment-là, mobilise le critère, il le note bien à un moment. Enfin, Oui. Mais il le note juste en c'est disant simplement oui, dire aux où il est, entreprises où comment il vous y est, allez où il n'y est réfléchir pas. après. ouais, Ouais. Ah oui. Il ne va pas l'analyser, il va juste dire le bilan carbone a été fait, Hmm. l'entreprise a les points qui vont bien. Il n'a pas été fait, Oui, elle a mais zéro. au-delà il n'y a pas que enfin, Ouais. je parlais plus largement pour tous les clauses enfin, pour tous les critères sociaux et environnementaux. Enfin, j'ai vu par exemple simplement par exemple, la qualité euh, comment, enfin, des fois des choses de qualité environnementale. Vous voyez, c'est même pas est-ce qu'on mobilise, est-ce qu'on mobilise pas, c'est des choses complètement abstraites ou
Oui, oui, non, il y a qualité des des clauses relations qui de sont. travail, ou vous voyez la lutte contre enfin, je sais pas, contre le Ouais. harcèlement, enfin, ou voilà, les qualités des relations, des ressources humaines, enfin, des Là, choses très vagues. ouais. Là, vous abordez un sujet qui est important, c'est que les acheteurs publics ne succombent pas à la communication. C'est-à-dire que le but des critères ne soit pas simplement un retour, mais ça, plusieurs ont été, disons, épinglés sur ce thème, hein. C'est-à-dire que si vous mettez des critères uniquement par affichage et qu'ils ne sont pas impactants, par rapport à l'acte d'achat, vous avez un problème de décalage. L'acte d'achat est impactant et économique, c'est un acte économique, ce n'est pas un acte de communication. Ça, c'est un sujet, vous pourrez refaire presque un atelier, hein, sur ce thème, hein, la différence entre l'acte d'achat et l'acte de communication. Parce que souvent, les critères RSE servent de prétexte pour certains acheteurs d'affichage. Et moi, je suis particulièrement farouchement contre. Je pense que les critères qui sont utilisés doivent être impactants pour l'entreprise, mais impactants aussi pour l'acheteur, de façon à ce qu'on rejoigne un acte économique utile. Et on retombe sur le critère du coût tel qu'il doit être efficient, plutôt que d'essayer d'avoir juste le coût le moins élevé, hein. C'est le moins disant et le mieux disant, qui est Je pense, un vieux sujet, mais qui reste tout à fait d'actualité. je pense que ça va être encore pire à l'avenir, parce qu'effectivement, il y a ce problème de l'affichage, de la communication, mais encore là, on reste dans la bonne volonté. C'est-à-dire, c'est des acheteurs qui veulent, même de manière insignifiante ou non impactante, montrer qu'ils veulent s'inscrire dans une démarche de développement durable. Mais le problème, c'est qu'avec la loi climat résilience, à partir de 2026, ce sera une obligation. Donc là, on aura même pas seulement des gens qui font semblant, mais de bonne volonté, c'est qu'on aura des clauses et des critères environnementaux, enfin, oui, environnementaux, mobilisés malgré les acheteurs, à l'encontre des acheteurs. C'est-à-dire qu'ils seront forcés de le faire. Et donc là, je pense que ça donnera encore plus lieu à des. Enfin, vous imaginez, c'est multiplié par 4 ou 5 en 2 ans, il y aura forcément des acheteurs qui ne l'auront jamais fait parce qu'ils n'auront pas reçu, par exemple, la formation pour. Et donc, des choses qui seront au mieux sans effet, voire mal faites et avec des effets négatifs. Et il y a un risque, en fait, qu'il y ait un simple souci de conformité à la loi, plus que de communication, d'affichage. C'est une simple conformisme à la loi qui amène tout un tas de dérives. Voilà, c'est ce qu'il y a à craindre. Ce qui me fait, moi, enfin, de mon point de vue, qu'est-ce qu'il est, mais assez critique face à la loi climat résilience sur le point, parce que faire 100% de clauses et de critères environnementaux, mais sans obligation derrière de dire quoi comme clause, quoi comme critère, mais en même temps 100%, enfin, voilà, c'est à la fois trop général et pas assez ciblé. C'est vrai qu'il y a eu toute une, voilà, un accompagnement des acheteurs, notamment sur le volet environnemental avec les guichets verts qui ont été, créés. Donc je sais que, en tout cas, nous, au GIP Maximilien, on a, voilà, notre experte, environnement qui accompagne bien les acheteurs sur, voilà, les rédactions, qu'ils peuvent, intégrer dans leur marché. Mais effectivement, alors après, il y aura peut-être aussi un second PNAD après 2025 qui sortira, qui sera plus, voilà, plus précis en termes de ce qu'on met derrière les 100 d'obligations, de marché avec une considération, environnementale. Après là, on est un petit peu dans l'attente à ce niveau-là. Mais effectivement, là, je partage, le fait qu'il y a des clauses, aussi bien sur le volet social qu'environnemental qui sont très, très généralistes et voilà, l'entreprise, elles se sent obligées de dire quelque chose, de dire: «Mais elle sera pas pour autant, notée». Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu, troublant pour, l'entreprise qui veut répondre à un marché, qui voit, voilà, des clauses, qui ne sont absolument pas précises. Alors d'un côté, elle veut absolument, voilà, quand même répondre, sur cette partie, mais elle sait qu'elle gagnera pas de points. Donc c'est vrai que c'est des fois un petit peu troublant, en tout cas pour avoir, voilà, fait ce travail, dans une base, dans notre base, marché au niveau du GIP Maximilien. On sait, voilà, des fois on a trouvé des clauses qui étaient, un petit peu, voilà, surprenantes parce que c'était vraiment très, très général. On voit pas en quoi, voilà, une entreprise peut répondre. C'est trop global, quoi, en fait, trop global. Parce que quand même, voilà, de faire en sorte que,
voilà, l'achat soit plus durable et pas être dans de la communication comme vous le disiez tout à l'heure. S'il n'y a plus de questions, comme on arrive voilà, au terme de l'atelier, je propose qu'on s'arrête ici. Ben, un grand merci voilà, aux intervenants, aux participants également qui ont suivi le webinaire. Mais voilà, comme pour les précédents ateliers, on fera parvenir le replay. Et voilà les supports, hein, si les intervenants sont d'accord pour qu'on communique aux supports de présentation. Pas de problème. Pas de problème, oui. Et voilà, le dernier atelier se tiendra la semaine prochaine, il portera sur la programmation. Et donc, voilà, juste un petit décalage horaire. Il démarrera à 10h hein, et non pas à voilà, 10h30 pour ceux qui sont, voilà, qui sont déjà inscrits et auxquels j'ai communiqué les nouveaux horaires. Ben, merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au bonne revoir. fin de journée.